les concours, les visites qui se sont produites un peu partout au niveau du territoire national, et particulièrement à Nouakchott aussi, nous avons pu faire des visites au niveau des écoles, au niveau d'un certain nombre d'établissements où nous avons pu animer des ateliers d'écriture avec des jeunes. Ça a été une très très belle expérience, et cette expérience-là a été également prolongée par des journalistes qui ont eu à participer à leur niveau également à un certain nombre d'activités, à un certain nombre de concours également, concours je veux dire à des jugements un peu extérieurs qui ont permis de voir leurs travaux, qui ont permis de voir ce qu'ils font et tout ce qu'ils pouvaient faire au niveau de la question de la migration et comment accompagner celle-ci. Donc pour nous, ça a été une excellente opportunité de le faire pour faire connaître les questions migratoires, pour discuter de tous les contours nécessaires qu'il y a. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et très enchantés d'être là avec les responsables de l'OIM, avec le corps enseignant, la directrice de l'éducation, au ministère de l'Éducation, les directeurs des établissements qui nous ont accompagnés, où nous avons été avec les élèves. Donc aujourd'hui, c'est la claque de fin, comme on dit d'habitude, bon, pour une clôture, une très belle clôture. Et cette clôture-là, nous la partageons avec beaucoup de parents aussi, qui ont été très généreux, qui ont accompagné les enfants pendant tous les ateliers d'écriture et qui sont venus aujourd'hui encore participer à la délibération. Mais nous disons simplement que pour cette délibération-là, soyez-en certains que c'est tout le monde qui est gagnant. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant, tout le monde est gagnant parce que l'objectif c'était d'abord de développer une expérience. Et cette première expérience-ci, elle nous a beaucoup enchantés et nous en sommes très très fiers et très très heureux. C'est pour cela que nous allons appeler à l'instant le représentant, le chef de mission, le chef de délégation de l'OIM pour son discours, pour son remerciement, pour dire ce qu'il a envie de dire autour de ces questions migratoires et de cette mobilisation. Je vous demande de l'applaudir très fort. Bonsoir tout le monde. Donc c'est vraiment pas un discours proprement dit, hein. C'est juste pour être à côté des organisateurs qui ont fait un travail remarquable depuis un certain temps pour que ces activités se passent dans d'excellentes conditions. Donc je tenais vraiment à être ici pour les remercier, mais de prime abord remercier l'ensemble des participants, aussi bien que ce soit les journalistes, mais aussi les élèves. J'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a énormément de talent et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut encourager, et je pense que nos futurs cadres se trouvent dans ces groupes-là, et donc je serais personnellement curieux de voir exactement qu'est-ce qu'ils ont pu produire comme art. Donc je voudrais dire deux mots sur le projet, pour dire que c'est un projet qui est un vaste programme de campagne d'information mis en œuvre par l'OIM et financé par le gouvernement italien, et il vise à répondre aux défis et opportunités posées par la migration le long de la route méditerranéenne centrale et occidentale, et à promouvoir des choix sûrs et éclairés pour les migrants et lutter contre la désinformation en matière de migration. Et je pense que le fait de s'adresser à une jeunesse, c'est vraiment la porte d'entrée essentielle pour faire passer un certain nombre de messages. La migration, comme vous le savez, c'est un phénomène complexe et multiforme qui touche des millions de personnes, je dirais même un phénomène naturel. C'est un sujet qui nécessite un examen minutieux et une analyse nuancée. Et c'est grâce au travail inlassable des journalistes et des professionnels des médias
que nous sommes à mesure de comprendre et d'aborder les réalités de la migration dans nos communautés. C'est pourquoi l'une des activités clés de ce projet fut la formation. Comme on dit dans le jargon, ça c'est les aléas du direct, hein? Et comme on est avec les journalistes, je pense qu'ils sont les plus outillés pour voir quelle transition on peut avoir à l'heure du projet et du fait que du rôle des médias dans ce projet. Et aussi, je voudrais enchaîner par dire que le projet a mis aussi l'accent sur la sensibilisation autour de la migration notamment, et notamment au niveau des écoles. Donc, où des séances de partage d'informations ont été tenues au profit des élèves, ainsi qu'un atelier sur l'écriture et la migration. Et donc, c'est le lieu pour moi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de saluer le talent et surtout l'empathie dont chacun de nos jeunes écrivains, je ne sais pas comment ils veulent qu'on les appelle, jeunes écrivains ou écrivains voilà, donc c'est un des écrivains qui nous file un peu le mot, donc écrivain en herbe. C'est le lieu véritablement de leur remercier, puisqu'ils ont fait preuve en essayant donc d'aborder un sujet qui, à première vue, peut paraître complexe. En écrivant donc sur la migration, chers jeunes, vous avez fait preuve d'un engagement profond à comprendre les expériences des autres et à faire preuve d'empathie à leur égard, ainsi qu'une volonté d'aborder des questions, comme je disais, complexes, de manière réfléchie, avec aussi passion. Pour finir mes propos, je voudrais très sincèrement remercier la délégation du gouvernement italien, mais aussi de l'Union européenne, qui est ici en mission et qui a bien voulu être avec nous aujourd'hui pour partager ces moments. C'est quelque chose qui nous va droit au cœur et je suis convaincu qu'avec l'ensemble de nos partenaires et aussi les communautés des migrantes ici présentes, par leur nom, je vous dis merci. Merci pour tout ce que le projet ou les programmes ont eu à faire dans le volet de la protection des migrants, dans le volet de la sensibilisation, dans le volet de l'appui institutionnel au gouvernement. Et je pense que l'activité que nous voyons aujourd'hui, que nous menons aujourd'hui, n'est qu'une partie infime de ce que ce beau monde collectivement est en train de réaliser, donc au profit de nos bénéficiaires. Je voudrais aussi reconnaître et saluer la présence de Madame la directrice de l'éducation qui a tenu à être ici, du ministère de l'Éducation, ce qui démontre que c'est un projet qui leur tient à cœur et je pense que c'est vraiment le témoignage d'un engagement du gouvernement à pouvoir s'assurer que cette dimension de la migration soit transversale et soit complètement intégrée, je dirais même dans le cursus éducatif, parce que la sensibilisation, la campagne est quelque chose qui est assez symbolique, mais la sensibilisation est permanente. Et on sait que le corps enseignant a vraiment fait un travail remarquable dans le sens. Je voudrais aussi reconnaître la présence des communautés migrantes, comme j'ai dit, qui ont bien voulu aussi être là pour montrer que c'est un travail collectif. Et peut-être, enfin, il faut aussi saluer, en tout cas, tous ceux qui se sont engagés dans la préparation de cet événement. Donc voilà, c'est sur ce mot que je voudrais souhaiter que les débats qui vont avoir lieu tout à l'heure soient des débats riches, que ce soit, mais aussi les remises des trophées. Il y a certainement des gagnants, mais aussi il y a des perdants. Mais pour nous, à la fin, c'est vraiment la Mauritanie qui gagne. Et donc pour nous, ce projet, en fait, il n'y a que des gagnants. Et c'est sur ce mot que je voudrais vous remercier très sincèrement. Merci. Merci beaucoup.
cette campagne qui se fait à la source, parce que l'école, c'est la source, parce que l'école, c'est la base de départ. Alors, nous allons faire un échange d'une trentaine de minutes, mais avant ça, on va entendre la dernière intervention avant le débat de la chargée de mission, ou en tout cas qui dirige la délégation du ministère de l'Intérieur italien. Vous avez la parole, madame. Merci et bienvenue à tout le monde. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous, avec Traversée Migrants Mauritanie, avec les communautés d'immigrants, avec IOM, avec tous les journalistes, madame la directrice de l'éducation, les professeurs et tous les élèves qui sont là. Je vous remercie de m'avoir invité pour cette soirée et donc qui vend que les meilleurs. Alors j'appelle ici nos intervenants pour une trentaine de minutes. Le professeur Ousmane Wagué, qui est professeur à l'université de Nouakchott et qui est chargé aussi au département migration. Professeur Wagué. Cheikh Aïdara, qui est journaliste. Mettre en risque ou qui va peut-être casser nos carrières, parce qu'on a ici des élèves de... Bon, j'étais moi-même dans une des sessions, des élèves de lycée d'excellence, des élèves qui sont les futurs de la Mauritanie. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils aient un plan qui va leur permettre d'évoluer, de créer une carrière qui peut être ici ou ailleurs, mais qui doit être toujours d'une façon pensée, d'une façon régulière, d'une façon qui va leur permettre d'arriver à leur objectif de vie. Ici en Mauritanie, oui. Bon, ici en Mauritanie, comme vous le savez aussi, parmi nous, je suis sûre moi-même, je suis une migrante, et parmi nous, il y a d'autres qui le sont. Il y a une population importante de gens qui viennent de la région, qui viennent du Sénégal, qui viennent de Mali, du Maroc, bon, de plusieurs pays dans la région. Et quels sont les problèmes qu'ils font face? Bon, surtout des problèmes reliés, par exemple, à l'accès à la documentation. Ça, c'est très important. Comment les migrants peuvent avoir une situation régulière ici en Mauritanie, accéder à une carte de séjour qui va leur protéger. Parfois, ce n'est pas facile. Il y a une campagne de régularisation, c'est sûr que parmi vous, il y a pas mal qui connaissent déjà, qui a aidé beaucoup aux migrants, mais il reste quand même à faire. Il y a des gens qui n'ont aucun document parce qu'ils sont restés ici trop longtemps, ils ont perdu ces documents. Ça, c'est un des enjeux. L'accès aux services. Donc, parfois, c'est un problème de connaître les services. Ici, on a des écoles et bon, les migrants, les enfants migrants peuvent assister aux écoles. Mais parfois, il y a des barrières de langue ou il y a des barrières de connaissances. On ne sait pas comment accéder à ce service. Donc, ça, c'est un des problèmes aussi. Ouais, bon, à travers le projet, on a mis en place une activité qui est très intéressante, qui c'est les mobilisateurs communautaires. On a parmi nous quelques mobilisateurs. Et il s'agit de gens qui sont dans les communautés migrantes, qui vivent dans les communautés même ou qui connaissent très bien les communautés et qui vont s'en charger justement de partager ces informations clés sur comment accéder aux services, sur comment avoir certaines informations. Après, on travaille aussi, évidemment, avec les autorités mauritaniennes pour les aider, pour appuyer leur capacité à accueillir les migrants. Parfois, c'est des manques de capacité par rapport, par exemple, à l'équipement, aux langues, aux endroits de travail. Donc, on va les aider à comprendre mieux les communautés migrantes. Et on a aussi, évidemment, des services qui sont donnés directement par nous, pour aider les migrants d'une façon directe quand il n'y a pas d'autres alternatives de services. D'aide, par exemple, alimentaire, d'aide au retour au pays. Donc, il y a plusieurs programmes aussi desquels les migrants peuvent bénéficier. Bien sûr, il y a beaucoup de synergies. On est tous une famille, comme on dit, One UN. Donc, on travaille avec l'UNICEF qui s'occupe de l'éducation. On fait pas mal de travail de la protection des enfants aussi. Et on travaille aussi avec les collègues de la CHEAR qui s'occupent des réfugiés, donc le Haut Commissariat pour les réfugiés. Quand on a, par exemple, des cas qui ont besoin d'une protection internationale, on va leur référer aux collègues. On travaille avec tous les agences en général, mais il y a des agences, évidemment, qui ont une thématique plus proche, peut-être, à la migration. Donc, ouais.
Très bien. Professeur Wagué, vous qui êtes à l'université, qui êtes au niveau de la recherche, qui êtes au niveau du travail universitaire, quels sont, un peu pour faciliter la tâche à certaines personnes qui ne sont pas habituées aux terminologies, quelles sont les définitions simplifiées que vous pourrez donner à la question des migrations ou des migrants? Merci beaucoup, M. Bios. C'est une question très pertinente dans la mesure où nous travaillons sur cette question depuis plus d'une quinzaine d'années. Et je crois qu'aujourd'hui, la migration constitue un paradigme, un nouveau paradigme, bien sûr dans lequel nous produisons un certain nombre de documents, de recherches scientifiques et pourquoi pas des concepts. Et voilà, et nous formons aussi dans le cadre justement à l'université, nous formons des professionnels de la migration. Et aussi bien les professionnels de la migration que ceux qui agissent dans les ONG nationales et internationales doivent tout simplement chercher à comprendre les paradigmes de la migration, aussi bien dans son aspect théorique que dans son aspect pratique. D'abord, en regardant les recherches, en essayant de visiter les recherches qui ont été faites sur la migration, ça c'est dans un premier temps. En second lieu, de voir quelles sont les perspectives de recherche et bien évidemment quelles sont les recommandations qui ont été formulées justement par ces recherches. Je vous rappelle, je tiens à rappeler ici que depuis 2010, la Mauritanie a élaboré une stratégie nationale de la gestion de la migration. Et dans le cadre de cette stratégie, un certain nombre de recommandations qui ont été formulées à l'égard des professionnels, à l'égard de tous ceux qui agissent dans le domaine de la migration et à l'égard bien évidemment des migrants qui vivent sur le territoire mauritanien. Donc, sur la base justement de cette production scientifique, de ces documents, de ces rapports, il y a lieu de comprendre aujourd'hui quel est le grand défi auquel font face aussi bien les migrants, aussi bien les professionnels de la migration, mais également aussi bien l'État mauritanien. Il y a des défis économiques, il y a des défis juridiques, il y a des défis sociaux. Concernant les défis économiques, nous devrons savoir que, bien évidemment, les migrants aujourd'hui font face à des difficultés économiques. C'est des gens, pour la plupart, qui travaillent dans l'informel. Presque 60 à 70% de ces migrants qui vivent en Mauritanie travaillent dans l'informel. Défi juridique, et bien évidemment, il n'y a que moins de 5% de ces migrants lors de la dernière enquête qui date de 2007, qui disposent de certificats ou bien ce qu'on appelle des licences pour travailler en Mauritanie. C'est un défi. Or, pour être en situation régulière, il faut avoir tout simplement une licence de travail. Et de surcroît avoir par la suite ce qu'on appelle, c'est-à-dire un contrat de travail et ensuite être en situation régulière. Aujourd'hui, certes, l'État mauritanien a organisé un certain nombre de mesures pour bien sûr recenser les migrants, pour savoir dans quel secteur ils exercent, mais il y a un grand défi qui reste. Et ce défi, c'est quoi aujourd'hui? C'est de donner des contrats de travail à ces migrants et de les permettre d'être en situation régulière. Et ensuite, il y a des défis sociaux. La plupart des migrants sont originaires des pays pauvres. Et ce sont des pays, et c'est des gens qui vivent tout simplement en famille, et c'est des gens tout simplement qui dépendent, qui font nourrir des familles. Donc il faut traiter, à mon sens, les migrants avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup d'humanité. Je crois que c'est tout un ensemble de concepts, tout un ensemble de paradigmes qui ont été élaborés à travers les rapports, à travers les recherches, à travers une investigation poussée sur le terrain, qui devrait être mis à la disposition de ce que j'appelle des professionnels, et bien sûr sur le terrain. Et nous, au niveau de notre master, bien évidemment, nous avons formé à la fois des agents de sécurité, à savoir la police, la gendarmerie, la douane. On les forme au niveau de ces masters et ensuite nous formons des étudiants qui pourront travailler au niveau des grandes organisations internationales, à savoir les HCR, les GRDR et bien d'autres organisations qui interviennent dans le cadre de la protection des migrants. Et nous formons également des étudiants, par exemple, pour qu'ils puissent comprendre davantage la situation des migrants. Bref, tout ce qu'on a produit plus de 200 recherches sur les migrations. Et parallèlement à cela également, nous avons produit des documents scientifiques que nous avons élaborés avec une ONG comme les GRDR, avec le Mauritanie Perspective, avec d'autres organisations, avec l'Oxfam. Et ce sont des documents qui sont là pour aider les jeunes à comprendre davantage les concepts de la migration, la recherche sur la migration et à sensibiliser les jeunes à ne pas se lancer bien sûr dans ce qu'on appelle aujourd'hui la migration irrégulière et que certains appellent la migration clandestine. Je crois que le temps est très petit pour parler de tout ça. Oui, voilà. Mais cela dit, comment la migration est perçue aujourd'hui au niveau des autorités elles-mêmes, indépendamment même de ce que vous faites au niveau de l'université, indépendamment même de ce que les organismes, les institutions font, quel est aujourd'hui le regard qu'on porte sur cette question migratoire, comment elle est comprise en Mauritanie?
Et je crois que l'État mauritanien a commencé à comprendre qu'il faut traiter les migrants. Parce que nous, depuis les années 60, on a ce qu'on appelle les migrants privilégiés en Mauritanie. Et on a également d'autres migrants parce qu'aujourd'hui, on fait face à quoi? On fait face à un stock de migrants. Parce que depuis les années 60, nos migrants privilégiés se sont installés en Mauritanie. Et suite, à partir des années 90, il y a eu un ensemble de migrants qui ont choisi la Mauritanie comme terre d'immigration et pas un lieu de transit. On a face à un stock de migrants qui est un stock de migrants privilégiés qui résident en Mauritanie, mais également on a également ce statut de la Mauritanie qui fait de la Mauritanie et bien sûr disons un territoire de passage des migrants. Aujourd'hui, bien sûr, grâce aux accords qui ont été signés avec l'agence Frontex, on a pu tout simplement sécuriser un peu bien sûr nos frontières et à la fois bien sûr les frontières maritimes. Mais également, on fait face également à un stock de migrants. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce stock de migrants? Tantôt qui ne disposent pas des papiers, qui est en situation irrégulière, mais qui est libre de tout acte. Mais également, comment il faut régulariser la situation? Il faut d'abord le recenser, savoir qui entre en Mauritanie et qui en ressort et qui fait quoi. Je crois que l'État mauritanien a commencé le processus en commençant par d'abord le recensement et en second lieu, on va passer à la seconde faire des contrats. On va chercher à imposer des contrats à ceux qui emploient les étrangers, mais par la suite, chercher tout simplement à régulariser la situation. C'est vrai, on propose des cartes de séjour maintenant, mais faut-il que ces cartes de séjour obéissent au droit sur l'immigration que la Mauritanie a adopté ou que la Mauritanie compte adopter? Là, une grande interrogation. Je crois qu'aujourd'hui, la Mauritanie a commencé à avoir une vision claire de la migration, c'est-à-dire traiter les migrants avec droit, avec un certain droit, avec amitié, avec humanité, mais ne pas oublier également que nous avons des migrants ailleurs et qui sont traités de la même manière. Voilà. Très bien. Cher, je me tourne vers vous. Je crois que selon ce que le professeur Wagué vient de dire et selon ce que Laura vient de dire, il y a des informations à propos des migrants, il y a des informations à propos du pays, c'est-à-dire de la Mauritanie comme pays de transit, comme pays de destination, etc. Mais il y a surtout aujourd'hui que le monde est régi par la toile, par l'Internet, par les réseaux sociaux, etc. Comment, au niveau journalistique ou au niveau de la presse, comment faire un tri entre le vrai et le livret de ce qu'on peut lire sur la migration? Merci beaucoup, Bios. Je remercie l'OIM pour cette opportunité de parler de la migration, une question extrêmement centrale en Mauritanie. Je commencerai par un peu saluer l'OIM pour avoir dressé le profil migratoire en Mauritanie, qu'ils ont fait, je crois, avec le Fonds fédéral suisse et avec également l'agence de coopération belge, qui ont dressé le profil migratoire. Bon, moi, en tant que journaliste et pas du tout expert dans le domaine de la migration, parce que je m'occupe de l'information et de l'actualité. Dans l'expérience que j'ai eue, en tout cas à travers ce travail, j'ai beaucoup travaillé avec le projet Bridge du BIT, qui a beaucoup travaillé sur les droits des travailleurs migrants, ainsi que le projet AMEM, qui est le projet d'appui à la migration dans le Maghreb, qui regroupe le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie et la Libye également. Ils ont beaucoup également travaillé sur les droits des travailleurs migrants. Ils ont surtout comblé un vide en matière d'information et de données sur la migration. Ils ont donc formé, ils ont en tout cas renforcé la capacité de l'Agence nationale des statistiques et des analyses démographiques et économiques, ANSTAD, l'ancien Office national des statistiques. Ils ont pu introduire dans le RGPH 2013, c'est-à-dire le recensement général de la population en 2013, ils ont introduit un module sur la migration et c'était la première fois qu'un module sur la migration est introduit dans le RGPH et on compte en tout cas le refaire en 2023 parce qu'il y aura un autre recensement général en 2023 sur la migration et ça a permis également de connaître un peu
parce qu'il y a une enquête qui a eu lieu au niveau des Mauritaniens à l'étranger, dans 5 pays, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et en France. Et à partir de là maintenant, il y a en tout cas un paquet de données et d'informations qui n'étaient pas disponibles et qui sont actuellement disponibles et qui peuvent aider en tout cas les acteurs qui travaillent sur la migration à avoir des données fiables. D'accord. Alors, selon vous, comment faire, franchement, pour avoir ces données-là et comment les journalistes peuvent contribuer à la vulgarisation de l'information et de la bonne information sur la migration? Bon, là, je vais également en profiter pour remercier encore de plus le IEM qui a eu à former, en tout cas organiser plusieurs séminaires de formation à l'intention des journalistes sur les questions migratoires. Et je pense qu'actuellement, ces données dont vous parlez sont disponibles, en tout cas au niveau de l'ANSED. Et je crois également qu'au niveau de l'OIM, ces chiffres sont également disponibles. Tout le problème, c'est dans l'approche journalistique pour traiter effectivement des questions journalistes. On a très peu de journalistes qui sont experts, qui sont spécialistes de la migration, parce qu'on a tendance à faire du tout. Moi, je suis, depuis quelques années, j'ai quitté tout ce qui est politique, etc. Je me suis concentré sur en tout cas, certaines questions que je considère comme étant des questions qui m'intéressent, en matière de santé reproductive, par exemple, et de PF avec l'UNFPA, et en matière de droit des travailleurs migrants avec le BIT. Et j'ai eu à accompagner une mission qui est venue de Genève et qui travaillait effectivement sur le travail forcé, parce que les migrants sont des gens qui sont très fragiles. Et ce sont, en tout cas, ils sont les plus, comment dirais-je, exposés à l'exploitation au niveau du travail. C'est pourquoi le professeur parlait tout à l'heure de contrat de travail et que les migrants travaillent en général dans le secteur informel, mais également ils sont les plus exposés à l'exploitation parce que dans le cadre, par exemple, dans le domaine de la pêche, on a des enfants migrants qui travaillent dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture. Il y a d'autres qui travaillent comme domestiques et en général, il y a beaucoup de problèmes qu'ils rencontrent. Alors, professeur, quels sont les conseils que vous pourriez donner alors à ceux qui seraient tentés d'en savoir un peu plus sur ces questions migratoires et particulièrement en destination de la Mauritanie? Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'il faut prendre contact avec les organismes et surtout essayer de collecter des données. En matière de données, nous avons des problèmes. Nous avons des données un peu périmées. Et par exemple, je vous donne un cas très concret, par exemple l'enquête sur la main-d'œuvre étrangère. C'est un rapport qui date de 2007. Les dernières données sur la migration qui ont été produites dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat par l'Office national de la statistique remontent à 2012-2013. Et depuis lors, il n'y a pas d'actualisation de ces données. Par ailleurs, on a ce qu'on appelle les données ponctuelles sectorielles, des données qui ont été produites par les organismes par-ci par-là. À titre d'exemple, l'OIM produit pratiquement chaque mois des données sur, bien sûr, les mouvements de transhumants au niveau des frontières. L'OIM nous donne beaucoup de données en ce qui concerne les mouvements migratoires en Afrique du Nord et dans le monde. Je crois qu'à mon sens, pour comprendre davantage la migration, il faut d'abord nous baser sur ce qu'on appelle des données ponctuelles, officielles, quantitatives, mais également il faut se baser, comme vous l'avez dit, bien sûr, sur les informations dans les journaux, mais également il faut se baser sur c'est-à-dire sur le terrain, c'est ce qui se passe réellement sur le terrain. Et je donne un cas très concret. Depuis en cet état, la Mauritanie a commencé le recensement, bien sûr, des migrants qui vivent sur le territoire mauritanien. Mais nous avons besoin aujourd'hui de ces données pour comprendre la situation des migrants, pour les analyser, pour procéder à une analyse des contenus de ce qu'on appelle des données qualitatives, mais également analyser de façon statistique les données quantitatives et essayer de dégager les tendances pour comprendre aujourd'hui, en disant qu'en 2023, voici les profils, voici la situation de la migration en Mauritanie. Je crois qu'il faut tout simplement un ensemble de mixage et ce qu'on appelle un ensemble de simulation d'un ensemble de données qualitatives et quantitatives et essayer de produire des données que je considère comme fiables
et bien sûr sur l'immigration, aussi bien sur le travail des enfants, aussi bien sur l'immigration en Mauritanie, et aussi comprendre la politique de l'État, parce qu'il faut savoir que l'État a mis en place ce qu'on appelle les postes frontières, qui sont plus de 50 aujourd'hui. On sait qui entre par ces postes frontières et qui en ressort. Et l'État aujourd'hui a à peu près des chiffres, par exemple, ceux qui vivent en Mauritanie. Mais est-ce que ce sont des données officielles fiables? Aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation. Je crois qu'aujourd'hui, pour comprendre davantage les migrations en Mauritanie et vers dehors de la Mauritanie, il faut tout simplement c'est-à-dire se baser sur ces données, essayer de formuler des recommandations qui vont dans ce sens pour pouvoir tout simplement faire face à un certain nombre de phénomènes comme le trafic des migrants, compenser la migration irrégulière, etc. etc. Voilà. Merci. Cher, et vous aussi, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui s'intéressent à ces questions-là au-delà de la toile? Bon, moi je pense que le meilleur conseil que je donne, c'est d'abord de se former. C'est la première chose, parce qu'il faut d'abord, comment dirais-je, il faut d'abord savoir le B.A.B.A. de l'écriture journalistique et ensuite se former également en matière de migration et se faire coacher par un doyen qui s'y connaît un peu en migration pour en tout cas ses premiers pas sur le temps journalistique. Alors Laura, on revient à vous par rapport à toutes ces questions-là. Vous qui êtes au niveau de la protection, ce n'est pas un mot très léger parce que ça nous concerne tous, mais après avoir écouté le professeur par rapport à ce qui se fait au niveau de l'université, par rapport à ce qui se fait au niveau des autorités, avoir écouté ce que Cheikh a avancé comme argument sur la surveillance ou sur l'information à prendre sur la toile, quels sont aujourd'hui, vous, les conseils que vous pourrez donner à ce sujet-là et afin d'améliorer les choses? Ouais. Bon, c'est pas facile, hein, surtout pour la jeunesse. On a ici des enfants qui sont nés déjà dans l'époque des réseaux sociaux. Nous, hein, moi, on appartient à une autre génération, on était plus habitués à chercher dans d'autres sources, aller dans les bibliothèques, hein, regarder d'autres types de sources. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'information, mais c'est aussi beaucoup plus risqué parce qu'on a des informations qui ne sont pas fiables. Il y a beaucoup des informations qu'il faut rejeter, pour ainsi dire. Comment faire? Bon, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas prendre qu'une seule source. Il faut toujours regarder plusieurs sources. Et il faut se méfier, et ça c'est un conseil plutôt pour la jeunesse qu'on a ici, hein. Il faut se méfier des offres qui nous semblent trop attractives, trop irréalistiques, hein. Et quand on nous offre des emplois merveilleux, et on ne comprend pas trop pourquoi, il faut se méfier. Peut-être qu'il y a quelque chose, hein. Donc regardez toujours d'où ça vient, pourquoi. Et quand il s'agit des articles de presse, etc., bon, ce qui est bien, c'est toujours avoir 3 à 4 journaux de référence, hein, auxquels on fait confiance, de différents courants, on va dire, politiques, parce que même en Espagne, hein, dans tous les pays, ça c'est général, on a des médias qui vont être pour un courant certain, par exemple par rapport à la migration, d'autres qui vont être dans d'autres sens. Donc regardez 2, 3 pour comprendre quelle est l'information qu'on est en train de recevoir. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, en Europe, on a des foulées de migrants qui viennent, ou est-ce que plutôt, si on compare par rapport à la population totale, ce n'est pas tant que ça? Est-ce que le travail qui occupe les migrants, c'est vraiment le même qui occupe les citoyens, ou est-ce qu'il vient combler justement un vide qui n'est pas comblé par les citoyens? Donc, tout ce type d'informations, hein, quand on voit qu'il y a certains mots, hein, qui peuvent nous faire suspecter des courants politiques comparer l'information. C'est pas facile, hein. Je pense que la jeunesse est très exposée, malheureusement, à toutes sortes de rumeurs, toutes sortes d'informations qui sortent de partout. Donc, ouais. Alors, merci beaucoup. Vous aurez compris à travers ces différentes explications-là qu'il faudra beaucoup s'intéresser à la question de la migration. Monsieur Wagué vous a explicité un petit peu les différentes positions ou en tout cas les approches au niveau du master de migration. Cheikh a évoqué la question de la presse
de ce qu'on y trouve, Laura aussi, mais surtout ce qu'il faut aussi rajouter là-dessus, c'est que par rapport à tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'aujourd'hui sur la toile, il y a à boire et à manger lorsqu'on veut chercher une bonne information, lorsqu'on a besoin d'une information. Mais comme Laura vous a dit, surtout aux jeunes, il faut essayer d'éviter les propositions trop attractives, genre venez, on va vous offrir des visas, venez, on va vous aider à trouver une voie de passage, venez, on va vous donner des bourses, venez, ceci, cela, et on vous donne des adresses fictives. Et ces adresses-là, quand vous les envoyez, quand vous répondez à ces mails, c'est que votre adresse IP est enregistrée et vous êtes source à de l'arnaque, à des chantages, des gens qui vont essayer de vous prendre en otage, prendre votre famille en otage, c'est-à-dire vous faire des chantages, vous dire si vous ne nous payez pas tel, si vous ne donnez pas tel, on va divulguer telle et telle information sur votre famille, ou bien on va vous faire kidnapper, c'est cela. Donc sur la toile, quand vous partez sur les réseaux sociaux, quand vous partez sur les sites internet, sur les questions migratoires, quand vous parlez du Canada, de la France, de l'Espagne ou autres, soyez prudents sur les informations que vous allez avoir. Essayez toujours de faire un regroupement d'informations, comme elle l'a dit, une recherche de différentes données, de différentes sources qui vont vous permettre d'aller à une chose essentielle. Alors sur ce, on vous remercie. Merci Laura. Merci beaucoup. Merci Wagué. Et nous allons tout de suite procéder à la remise des prix. Et au moment de la remise des prix, parmi nos lauréats journalistes, sans nul doute que nous demanderons un mot à chacun d'entre eux sur le sujet qu'ils ont traité, qu'il s'agisse de reportage, qu'il s'agisse d'un papier écrit. On vous remercie et on Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensemble de nous retrouver et nous espérons simplement que au sortir de cette prestation, au sortir de cette cérémonie-là, que nous allons toujours garder la même famille. Nous avons déjà créé des groupes WhatsApp, des groupes d'échange et nous maintenons nos cadres à la disposition des élèves parce que tout simplement, comme je vous ai dit, dans ce concours-là, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est gagnant parce que nous autres qui avons travaillé avec les jeunes, qui avons été les voir dans les écoles, qui avons été les rencontrer avec leurs parents, avec leurs éducateurs, nous continuerons à faire ce travail-là et nous nous maintenons à leur disposition. Nous avons un espace culturel qui est à leur disposition pour ceux qui voudront se perfectionner ou qui voudront s'intéresser davantage à l'écriture. Nous serons à leur disposition. L'OIM est là également pour pouvoir répondre à un certain nombre de demandes. Pendant ces séminaires, pendant ces journées que nous avons faites avec eux, nous avons donné aux uns et aux autres un certain nombre d'informations qui permettront aux jeunes de pouvoir se renseigner, savoir c'est quoi l'OIM, savoir c'est quoi le BIT, c'est quoi l'OMS, c'est quoi l'UNICEF, etc., etc. Donc ils peuvent recouper leurs informations suivant leurs demandes. Donc cette remise de prix ne signifie pas une période de divorce, de rupture de contrat. Au contraire, c'est un début de contrat. Dites-vous bien que vous commencez simplement à y aller. Et nous sommes très heureux que vous ayez appris beaucoup de choses. Alors, c'est un peu douloureux parce que en concours, c'est toujours comme une invite ou un lieu de restauration. Le moment le plus douloureux qu'on dit, c'est celui de la note. Lorsqu'on doit recevoir la note, c'est là qu'on s'aperçoit de ce qu'on a mangé, de la facture de ce qu'on a consommé, de ce qu'on a bu, de ce qu'on a pu grignoter. Alors le concours aussi, c'est ça. Bon, c'est très subjectif, dites-vous bien, parce que nous avons été 3 à 4 correcteurs, 5, chacun a corrigé de son côté, puis nous avons confronté les données, nous avons additionné les notes pour finalement donner les notes par ordre de mérite et honnêtement, tout le monde est méritant une fois de plus. Alors, pour le concours d'écriture, le premier prix, je vais commencer par vous dire que les prix sont très très modestes. C'est des prix symboliques. L'important, ce n'est pas de vous donner de l'argent. L'important, ce n'est pas de vous donner ceci ou cela. Mais l'important, c'est de vous donner quelque chose de purement symbolique qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'avoir l'ambition de faire quelque chose. Donc, nous avons eu
franchement, beaucoup de jeunes qui ont participé, des élèves de l'école Cheikh Moussa, je vous demande de les applaudir très fort, qui ont été très braves, qui venaient, et nous remercions vraiment le corps enseignant qui s'est vraiment dévoué, qui s'organisait, qui se déplaçait à chaque fois avec les jeunes. Nous avons eu également le lycée Excellence 4 de Nouakchott. Nous les applaudissons très fort. Merci à la directrice des études, merci également à tous leurs accompagnateurs, tous leurs parents également qui étaient là, présents. Le lycée Sahel également, qui est là. Je dois vous dire et vous avouer qu'au moment où nous avons voulu faire cela, ça a coïncidé avec les Olympiades, donc le concours, et donc beaucoup d'élèves n'ont pas pu participer. Et ça a coïncidé également avec des examens pour d'autres. C'est une question d'agenda malheureusement. Et du coup, beaucoup ont voulu participer, beaucoup d'écoles, mais elles n'ont pas pu participer. Donc nous avions fait avec ceux que nous avions eu. Et c'est l'opportunité aussi de saluer, vraiment de remercier la directrice, Madame la directrice ici présente, qui n'a ménagé aucun effort, qui était en voyage, en déplacement, mais nous étions constamment en relation avec elle. Et c'est elle qui nous a ouvert les portes, qui a insisté, qui a appelé ses directeurs, qui a appelé ses conseillers, qui a appelé ses draines, ses idènes à faire participer ces jeunes-là aux différents concours. Et enfin, les parents qui ont été toujours là. On vous dit vraiment merci et d'avoir eu confiance en nous. Alors, le premier prix revient à Mademoiselle Yaye Awa Diakité du lycée Sahel. Son prix lui sera remis par le chef de mission. Elle bénéficie d'une tablette Samsung A8. Un très beau texte d'une très grande inspiration, écrit avec beaucoup de lisibilité et vraiment avec un imaginaire constructif entre la fiction et la réalité. Franchement, ça mérite des applaudissements parce que c'est un texte créatif. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, je voulais remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Parce que franchement, ce projet, quand je l'ai commencé, je ne pensais pas vraiment en arriver là. C'était un projet quelconque. Monsieur Bios Diallo nous avait appelé. On a d'abord dû faire une dictée et on en est arrivé là. On a dû faire des concours, on a fait beaucoup de cours, si je puis dire. On a fait beaucoup de choses en fait. Et franchement, le fait que tout le monde ait pu voir ma copie m'attriste un peu. Du coup, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord, si je vous lisais un petit extrait de mon introduction. Le titre s'intitule « La femme ». Elle était silencieuse. Ses yeux noirs étaient fixés sur la table en face d'elle. Sa bouche, comme cousue, ne laissait sortir ni mot, ni soupir, ni souffle. L'inspecteur en face d'elle semblait perdre patience. Il était là depuis maintenant 1 heure et aucune raison et une progression ne semble s'être faite. En fait, l'inspiration m'est venue comme ça d'un coup. Monsieur Bios nous avait parlé des offices migratoires qui faisaient des inspections sur la raison de migration de certaines personnes. Et je m'étais inspirée de ça pour parler d'une femme qui ne parlait pas la langue française et qui avait émigré en France et qui avait rencontré des difficultés. Le protagoniste est un psychologue qui a dû se charger de son cas et l'aider dans le développement de l'histoire et jusqu'à la fin où elle a pu être transportée dans un autre pays, étant donné que les raisons de sa migration avaient été justifiées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le deuxième prix maintenant, il revient à Fatimata Kelly de l'école Cheikh Moussa, de notre très généreux bailleur soutien du ministère italien de l'Intérieur. Félicitations. Merci. Une photo avec le représentant. Tous d'être présents et tout. Merci à monsieur et madame Esma, merci à tous. En venant pour les concours, j'avais une autre définition de l'immigration. Et en partant, j'ai eu une autre définition, être immigrant, ce n'est pas seulement aller d'un pays à un autre, mais c'est quelque chose que je ne sais même pas comment exprimer ça. Oui. Mais merci quand même. Merci. Bon. Alors, le troisième prix
Le troisième prix revient à deux prix pour les 3 écoles, mais ce sont les écoles qui ont été méritoires. Et je peux vous dire également que les textes ont été très créatifs, ils nous ont beaucoup inspirés, beaucoup touchés. Et je suis désolé aussi de le dire, mais les 3 premiers prix, les lauréates sont des filles, sont des femmes, et on sort de la journée du 8 mars, et ça prouve que les femmes doivent être davantage considérées, écoutées, accompagnées, parce qu'elles fournissent beaucoup d'efforts. Ça ne veut pas dire que les hommes ne fournissent pas d'efforts, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de complexe pour les femmes d'essayer d'excéder dans toutes les disciplines. Tu voudrais dire quelque chose? Okay. Ah ouais, non, mais... Merci pour tout. En fait, en l'écrivant, le texte, je ne croyais pas que j'allais gagner. J'avais les Olympiades et j'étais vraiment occupée, mais alhamdoulilah. Merci à Monsieur Bios, merci à Mademoiselle Asma, merci à tous mes professeurs et à tous ceux qui m'ont aidé à venir jusqu'à ici. Je ne croyais vraiment pas pouvoir gagner et je ne croyais pas pouvoir participer à un atelier comme ceci. Je me suis vraiment bien amusée et j'ai appris plein de choses. Je les remercie vraiment. Alors, par les temps qui courent, il faut bien s'outiller. Alors, on a voulu lui faire gratifier d'un ordinateur. Bon, voilà, avec sur lequel il va pouvoir aller chez Tonton Google pour faire des recoupements d'informations. Merci, Ibou, pour ta persévérance, pour ton travail, pour tout le sérieux que tu fais au niveau de la presse. Et je souligne par ailleurs qu'il y travaille depuis très longtemps et il est correspondant de presse aussi du Sénégal. Merci tout le monde. Je dois d'abord vous remercier vous aussi en tant que confrère, mais également remercier les initiateurs et promoteurs du projet Avoir Migrant qui ont eu en tout cas à penser à cela, mais également à penser, à évaluer le travail des journalistes dans le cadre du traitement des questions de la migration. Pour moi, ça a été une passion quand je traite des questions de la migration. Et je l'ai toujours dit à mes confrères que traiter des questions de la migration, il faut avoir une passion, mais il faut humaniser ces questions. Parce que les migrants d'abord, ce sont des personnes humaines, donc il faut humaniser la question. Nous avons travaillé avec beaucoup d'ONG, dont quelqu'un que je n'oublierai pas, qui est là parmi nous, Amadou Mbow de l'Association montanière des droits de l'homme, avec qui j'ai partagé beaucoup de moments dans le Maghreb, en Tunisie, au Maroc, et j'ai été personnellement en Espagne par le biais de l'Institut Panos Paris, où j'ai même eu un prix pour y être, mais également aussi Bordeaux, où j'ai été en 2018, etc. En Espagne, c'est en 2013. Ça a été passionnant quand j'ai rencontré les confrères journalistes espagnols, où on a fait à Luche, pour ceux qui connaissent l'Espagne, à Luche, c'est 9 lignes de métro de Madrid, la capitale. C'est là où on arrête les migrants, on traite on enrôle des migrants, etc. J'ai visité. Et imaginez, pour un journaliste, ce n'était pas évident. Il fallait vraiment garder tout ce qu'on a comme matériel de reportage, etc. Parce qu'il fallait rentrer là-bas de façon, entre guillemets, clandestine. Donc, c'est pour vous dire que ces questions sont très importantes et j'invite mes confrères journalistes à s'intéresser à la question. Tout à l'heure, le matin, quand on était en réunion avec la délégation italienne, que je remercie beaucoup du ministère de l'Intérieur italien, alors, je leur ai dit, il faudrait impliquer la presse dans le traitement des questions migratoires. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, quand vous avez posé des questions à mon confrère Cheikh Aïdara, c'était important que la jeunesse sache des migrants, les journalistes, je veux dire, sachent que nous avons un travail à faire pour accompagner les migrants dans la gouvernance de la migration. Parce que ce sont des enjeux. Le IEM est là, qui nous accompagne, qui fait beaucoup de formations destinées aux journalistes, au profit des journalistes, pour le renforcement de capacités. Et récemment aussi, ils en ont fait. Alors donc, je pense que pour nous journalistes, il va falloir quand même qu'on s'y intéresse davantage, qu'on essaie de s'approprier des questions pour accompagner nos gouvernants, mais également tous les acteurs qui travaillent sur la question, sur la thématique de la migration. Merci.
Très bien, merci beaucoup, c'est entendu Ibou. Le premier prix reportage vidéo revient à Mohamed Ahmed Hmeid. Alors, lui, il bénéficie, puisque c'était sur la vidéo, il bénéficie d'une caméra. Désormais, il ne pourra pas trouver de prétexte pour dire qu'il fait tard, donc il travaillera jour et nuit. Ali, avez-vous un mot à dire? Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce qu'on peut m'applaudir un peu, s'il vous plaît? Évidemment. La charité bien ordonnée a toujours commencé par soi-même. Il faut se faire plaisir. Hein. Merci bien. Merci Bios. Et moi aussi, je vais faire demain. Mais court. Mesdames et messieurs, oui, on va faire court. On va faire court. Vous savez, nous, quand on est au micro, bon, ça court, quoi. Ouais. Mesdames et messieurs, je vais commencer d'abord par remercier mes collaborateurs qui m'ont accompagné dans la réalisation de ce film-là. C'est un film, en fait. C'est vrai qu'on a envoyé 7 minutes pour juste participer à ce concours-là. Et c'est l'occasion de demander à l'OIM et à tous ces organismes-là de vraiment nous aider à finir ce film-là. Le titre de ce film, c'est Asta. Et je vous le dis honnêtement, ce n'est pas un film, mais je dirais que c'est une réalité parce que la fille, elle est là, elle vient de repartir en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, parce qu'effectivement, elle a vécu ça et elle continue de vivre ça. C'est une réalité que nous avons mis en vidéogramme, tout simplement. Donc, les gens vivent des réalités qui sont ignorées de la plupart des gens. L'immigration, c'est quelque chose à combattre, mais il faut d'abord la comprendre. Elle part de quoi, au fait? Et si cette jeune fille, on a tout fait pour qu'elle reste, pour qu'elle vienne témoigner aujourd'hui, mais malheureusement, avec la pression des parents, elle a dû repartir. Et malheureusement, on a une nouvelle que je ne vais pas dévoiler ici, parce que ça va vraiment mal pour elle depuis son retour en Côte d'Ivoire. Ça va vraiment pas. Mais je ne vais pas dire de quoi elle souffre, parce que c'est rentré encore dans sa vie privée et ce n'est pas bien. Donc, permettez-nous et aidez-nous à finir ce film-là. Vous avez juste vu 7 minutes, disons 6 et quelques secondes. Mais c'est un long métrage. Et ça retrace la vie de cette fille-là, qui est une réalité. Et ça peut vraiment conseiller, et même déconseiller certaines personnes qui veulent aller en immigration. Je ne dirais pas clandestine, parce qu'on nous demande de ne plus utiliser ce terme-là, mais irrégulière. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, je vais saisir cette occasion-là pour demander aux organismes qui sont là, s'il vous plaît, aidez-nous encore à réaliser ce film-là. Ça s'appelle Tunkan. Tunkan en Bambara, ça veut dire l'aventure, le voyage. Donc ça s'inscrit dans la même démarche que ce que vit Asta, c'est-à-dire l'aventure également. Le scénario, il est là. Les techniciens sont là. On va se lever, les gars, s'il vous plaît. Je vais demander à Lonson Solo de se lever, à François de se lever, et même André, l'assistante, de se lever. On est prêt, au fait. On est prêt, sur tous les plans. Mais tout ce qu'il nous faut, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir avancer. Merci à l'OIM pour cette caméra-là qui va nous aider à finir ça, mais ce n'est pas suffisant. Aidez-nous à aller au bout. Merci bien. Très bien, mais bon, on ne va pas vous lâcher, vous restez là. Alors, je vais demander à tous les lauréats ou les lauréates de revenir ici, s'il vous plaît, pour une photo de famille. Ok. Awa, tu prends la photo pour cher. Ah oui, il y a...